Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo du programme d'Histoire-Géographie de première. Alors nous sommes toujours dans le thème 1 et nous allons nous intéresser aujourd'hui aux conséquences de la Révolution française entre 1815 et 1848 en Europe. Le titre du chapitre est l'Europe entre Restauration et Révolution. Vous êtes prêts? Vous avez aiguisé votre fourche? On peut y aller? C'est parti! Alors, en introduction, on peut rappeler que la Révolution française, qui s'achève après les 100 jours et la tristement célèbre bataille de Waterloo, a profondément bouleversé l'espace européen. L'armée française, partie à la conquête de l'Europe pour implanter les idées révolutionnaires issues des Lumières, s'est finalement transformée en armée d'occupation ennemie à combattre et à chasser. Dans toute l'Europe, la réaction des princes et des rois laisse à penser que l'épisode révolutionnaire n'est qu'une parenthèse. Au Congrès de Vienne, les princes prennent conscience de la nécessité de combattre les idées libérales et nationalistes qui vont tout de même s'enraciner dans la première moitié du XIXe siècle. La problématique sera comment les mouvements libéraux et nationalistes parviennent-ils à se développer dans l'Europe de la Restauration monarchique. Et pour commencer, intéressons-nous à ce qu'on a appelé l'Europe des princes qui va de 1814 à 1830 et qui va être symbolisée par le Congrès de Vienne et la naissance de la Sainte Alliance. Le Congrès de Vienne se déroule de septembre 1814 à juin 1815. Il réunit les pays européens autour des grands vainqueurs de Napoléon Ier, l'Autriche, la Russie, l'Angleterre bien sûr, et la Prusse. Le grand organisateur est le ministre autrichien Metternich. Les rois et les princes réunis au Congrès rétablissent partout les régimes monarchiques balayés par les Français pendant la Révolution. Le modèle qui est rétabli s'oppose fondamentalement aux acquis révolutionnaires. L'héritage historique, la place de la religion et des aristocraties sont ainsi réaffirmés. Les puissances victorieuses redessinent la carte de l'Europe à leur profit. L'Autriche réaffirme sa présence en Italie du Nord, tandis que la Prusse annexe de nombreux États allemands. Pendant ce temps, la Russie récupère la Pologne. Les revendications nationales ne sont pas prises en compte. L'acte final du Congrès crée la Sainte Alliance, qui réunit l'Autriche, la Prusse et la Russie, qui devient ensuite la Quadruple Alliance avec l'Angleterre, puis la Quintuple Alliance avec l'intégration de la France en 1818. La Sainte Alliance, c'est un pacte militaire dirigé contre les idées libérales. En France s'ouvre la période dite de la Restauration. La France est ramenée à ses frontières de 1792, et les Bourbons récupèrent le trône. Louis XVIII, frère de Louis XVI, devient roi de France. Il cherche un compromis pour imposer la paix et réconcilier les Français. Louis XVIII met en place une charte constitutionnelle reprenant quelques acquis révolutionnaires, notamment l'égalité devant la loi, les libertés individuelles. Mais le suffrage est censitaire et les pouvoirs du roi restent importants. Les symboles révolutionnaires sont interdits, comme le drapeau et la Marseillaise. Louis XVIII souhaite retrouver l'influence française en Europe. Il intègre la Sainte Alliance en 1818 et en 1823, au nom de la Sainte Alliance, la France intervient en Espagne pour réprimer des mouvements libéraux. Alors intéressons-nous maintenant à la restauration de l'ordre ancien en Europe. Pour les princes européens, l'objectif est de gommer les effets de l'influence française. Les codes civils sont partout supprimés, les libertés sont limitées et les constitutions sont annulées. En Autriche, en Russie et en Prusse, les privilèges des seigneurs sont réaffirmés, notamment la pratique du servage. Metternich pousse au renforcement des contrôles des universités et de la presse dans la Confédération germanique. En France, les ultras se déchaînent contre les partisans des idées révolutionnaires. C'est ce qu'on a appelé la terreur blanche qui a fait des milliers de victimes. À la mort de Louis XVIII en France, c'est son frère Charles X qui lui succède en 1824. Sacré en 1825, il prend un virage très conservateur. Ce sont les lois de 1825, qui punit de mort les profanateurs d'église, ce qu'on appelle la loi du sacrilège, ou encore celle qui prévoit l'indemnisation des nobles ayant fui pendant la Révolution, la loi du milliard des émigrés. Ces lois donnent une image de monarque absolutiste, renforcée par son sacre à Reims. Et en 1829, Charles X nomme un ministère ultra-royaliste dirigé par Polignac, qui impose un pouvoir très autoritaire. La Chambre est dissoute et les libertés de la presse sont suspendues en 1830. Voyons pour terminer les aspirations libérales et nationales qui fragilisent l'équilibre. Alors ce nouvel ordre européen est rapidement contesté par l'émergence de mouvements libéraux et ou nationaux.
En Italie, la société secrète des Carbonari met en place des actions violentes pour l'unité italienne, alors que la péninsule est divisée entre de multiples États. Des constitutions sont réclamées en Italie, comme à Naples et dans le Piémont en 1821, où l'Autriche intervient militairement, ou encore en Espagne, où la France intervient au nom de la Sainte Alliance en 1823. Intéressons-nous maintenant à la lutte des Grecs pour l'indépendance. Les Grecs se révoltent à partir de 1821 contre l'Empire ottoman, au nom de leur religion et de leur culture, berceau de la culture européenne. Cette révolte aboutit à un massacre majeur sur l'île de Chios. Près de 25 000 hommes meurent tandis que 45 000 sont réduits en esclavage après la reconquête ottomane de l'île. Les massacres de Chios en 1822 reçoivent un écho important auprès du mouvement du romantisme, soutenu par des écrivains comme Chateaubriand ou Lord Byron, et les peintres notamment Delacroix. Et face à cette pression intellectuelle, progressivement, les gouvernements russes, français et britanniques s'engagent à aider les insurgés. Finalement, la Grèce obtient son indépendance après un long conflit en 1830. Intéressons-nous maintenant à la deuxième partie de cette leçon sur l'éveil des nationalités entre 1830 et 1848. Et pour débuter, voyons la révolution de 1830. Alors, en France, on l'a surnommée les Trois Glorieuses. Le 26 juillet 1830, Charles X promulgue 4 ordonnances limitant les droits du Parlement et supprimant la liberté de la presse. Et tant qu'à faire, pour être sûr d'avoir une victoire électorale, il modifie aussi le mode de scrutin. Les libéraux, qui considèrent ces ordonnances comme un coup d'État, protestent. Et très vite, des émeutes éclatent et des barricades sont levées dans les rues de Paris. Les 27, 28 et 29 juillet, Paris se soulève. Devant le palais des Tuileries, les insurgés affrontent les troupes royales. Charles X est renversé au profit des orléanistes et de Louis-Philippe qui devient roi des Français le 9 août 1830. C'est le début de ce qu'on a appelé la monarchie de Juillet. Impulsée par la France et la Grèce, une onde révolutionnaire se propage dans toute l'Europe. Si la Belgique, qui se soulève, obtient son indépendance avec l'aide de la France et du Royaume-Uni en 1830, les mouvements dans les États italiens, allemands et surtout en Pologne échouent. L'insurrection de Varsovie notamment est écrasée par la Russie en septembre 1831. À Marseille, en 1831, le patriote italien Giuseppe Mazzini fonde le mouvement Jeune Italie dont le but est l'unification italienne. Malgré l'échec de la plupart de ces mouvements révolutionnaires vaincus par les principes autoritaires, comme en France, les tensions en Europe restent fortes autour de plusieurs thèmes. Les libertés face à des gouvernements autoritaires, comme en France où François Guizot mène à partir de 1840 une politique conservatrice et s'oppose au suffrage universel. Deuxième thème, le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes dans les empires multinationaux, comme en Autriche ou dans l'Empire russe. Enfin, la misère qui provoque des soulèvements, à l'image des canuts lyonnais qui se révoltent pendant plusieurs semaines en 1831 et 1834. Et cette misère, elle est renforcée par la crise économique qui touche l'Europe à partir de 1846. Intéressons-nous maintenant à 1848, période qui fut surnommée le printemps des peuples. En France, on l'a vu, l'opposition à la politique de Louis-Philippe et de son ministre Guizot est croissante, et elle organise des banquets pour contourner les interdictions de réunions politiques. La situation finalement se dégrade très rapidement en 1848. Le 22 février, de violents combats se déroulent à Paris. Le 24, Louis-Philippe est abandonné par la garde nationale et il est contraint d'abdiquer. La Deuxième République est proclamée. Paris devient alors le centre de la contestation européenne avec des réfugiés politiques comme Karl Marx et Giuseppe Mazzini. Les Polonais vont même jusqu'à réclamer l'intervention française dans leur pays. Si dès 1848 la Pologne se soulève à nouveau et que la Sicile amorce un mouvement révolutionnaire en janvier 1848, la véritable onde de choc de ce printemps des peuples est la Révolution qui se déroule en février à Paris. Le 13 mars, l'embrasement de l'Empire autrichien, qui est le gardien de l'esprit du Congrès de Vienne, est un bouleversement. Les étudiants viennois, suivis par les autres peuples qui composent l'Autriche, les Hongrois, les Tchèques, les Roumains et les Croates, se soulèvent. Metternich est obligé de démissionner. La fièvre révolutionnaire gagne les États italiens et allemands, dans lesquels les souverains acceptent des constitutions libérales qui limitent leur pouvoir. À Rome et Venise, des républicains prennent même le pouvoir. Tous ces mouvements rêvent d'une Europe nouvelle, c'est ce qu'on a appelé le printemps des peuples. Voyons pour terminer le triomphe de la réaction. Alors l'Autriche est le premier pays à amorcer ce qu'on appelle la réaction. La révolution nationaliste tchèque de Prague est écrasée dès juin 1848, suivie par l'écrasement de Vienne en octobre et de la Hongrie en 1849.
En France, on le verra plus en détail dans le prochain chapitre, mais les élections voient la victoire des républicains modérés qui s'allient aux conservateurs et répriment les insurrections. En décembre 1848, Louis-Napoléon Bonaparte est élu président de la République. L'Autriche rétablit en Italie les souverains chassés, tandis que la France restaure l'autorité du pape à Rome. Les Piémontais sont contraints de rendre toutes leurs possessions. L'Autriche réussit donc à conserver son influence et son rôle de garant de l'ordre européen. En Allemagne, enfin, le roi de Prusse refuse la couronne d'Allemagne que lui propose le Parlement de Francfort, nouvellement créé. Alors quel bilan tirer de 1848 ? L'échec des révolutionnaires n'est tout de même pas total. Le printemps des peuples a mis en évidence les fragilités de certains gouvernements et d'États face aux idées nationalistes. Il a aussi mis en évidence la progression de la politisation en Europe. Les idées véhiculées par les révolutionnaires rencontrent désormais un succès croissant. Le suffrage universel, masculin, en France, et le régime parlementaire en Piémont semblent acquis. Ce mouvement est donc une étape qui permet de renforcer la détermination des libéraux et des nationalistes. L'Europe du Congrès de Vienne semble plus que jamais fragilisée. Et voilà, nous en avons donc terminé avec cette vidéo. J'espère que vous aurez compris l'essentiel de la leçon. Sinon, comme d'habitude, vous n'hésitez pas à poser vos questions. Vous trouverez le cours à disposition en format PDF sur mon blog. Moi, je vous souhaite une bonne fin de journée, une bonne fin de nuit, comme d'habitude, une bonne fin de tout ce que vous voulez. Et je vous dis à très vite pour la suite.